particulièrement clément. L'herbe, encore d'un vert vif, ondulait autour des murs de la cité, comme les vagues d'une mer tranquille. Installé sur la terrasse au sommet de la tour, Niall goûtait le vent du matin. C'était le point le plus élevé de Saint-Lazare et c'est de là qu'on jouissait du plus beau panorama de la vallée qui se déroulait sur des milles et des milles à perte de vue. La cité, avec ses 50 étages d'habitations et de boutiques, dominait cette étendue sans limite. Une unique tour immense qui abritait une métropole de 15 000 personnes entassées sur ses 1000 pieds de hauteur. Niall aimait rester ici seule, laissant la brise jouer avec ses longs cheveux. Elle s'asseyait sur une pierre, les jambes croisées, les yeux fermés, son épée de bois à la taille, comme le font les vrais guerriers. Voilà, cette série dans une recommandation de livres fantastiques et science-fiction. Ça faisait partie de la liste des meilleures séries fantasy. Et ça m'avait bien plu. Et là, je suis tombée dessus, donc voilà, je l'ai. On va voir ce que ça donne. Si tu l'as déjà lu, tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ensuite, Halloween, octobre qui approche, qui est là. J'ai pris une BD. La valise, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais j'ai trouvé que c'était... bon, tu vois pas très bien avec la luminosité, je sais pas. C'était dans le thème Halloween, sorcière, sortilège, etc. Bon, en vérité, c'est un petit peu dans mon thème toute l'année. Mais bon, moi je ne regarde pas de films d'horreur. Je n'aime pas trop me faire peur à Halloween. Donc, pour me mettre dans le mood, voilà, j'ai pris ça. Alors, c'est la valise de Gabrielle Almaric, Morgan Smith, Smith Giordano et Diane Ranville. Je suis un petit peu dans le noir, donc pour lire c'est un petit peu compliqué. Derrière il y a marqué le duc a ordonné la traque des briseurs de murs, les ombres sont partout et la vigie quadrille la cité. La passeuse et sa valise sont notre seule issue. Voilà, je vais te montrer la première page. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Ça a l'air assez sombre. J'ai l'impression que ça parle de régime totalitaire et apparemment de magie, de sorcière. Je ne sais pas trop. On va voir, mais ça m'a bien donné envie. Et puis il faut dire que les BD à la bibliothèque, c'est vraiment le format le plus agréable à emprunter, je trouve, parce que eh bien, une BD ça se lit assez vite et c'est cher. Et donc à la bibliothèque, eh bien, soit ça plaît et on a fait un bon emprunt, soit ça ne plaît pas et on peut le rendre et voilà, pas de problème. Donc vraiment je trouve que c'est un super concept d'aller prendre des BD à la bibliothèque, sachant qu'il y a quelques mois avant que je m'inscrive à la médiathèque, bibliothèque, bon bref, en fait j'ai changé d'endroit mais bon c'est pareil. Eh bien je lisais très très peu de BD, au grand dam de mon copain d'ailleurs qui est très friand de BD, mais en fait tout simplement je n'aime pas les BD qu'il lit et il
5 minutes. Donc je peux prendre moins de livres et aller les rendre dès que j'ai fini et en réemprunter. Donc j'ai surtout pris des BD et un roman et j'irai changer quand j'aurai fini. Donc j'ai pris cette BD, La jeune fille et la mère. Alors celui-là je l'ai déjà lu. Je te dis qui c'est quand même, c'est Catherine Meurice qui l'a écrit. Et derrière, je voudrais peindre la nature, déclare la jeune dessinatrice française débarquant au Japon. Sur son chemin, un peintre japonais lui cherche à peindre une femme. Quelle nature? Celle qui apaise ou celle qui submerge? Et quelle femme? Nami qui tient l'auberge thermale où les deux artistes vont séjourner. Nami n'est pas un modèle facile. Mystérieusement liée aux éléments naturels, elle sait lire l'arrivée des typhons dans les plis de la mer. C'est en tout cas ce que prétend le tanuki effronté, animal mythologique nippon incontournable qui surgit au gré des déambulations des deux voyageurs. Conte philosophique, la jeune femme et la mère rappellent que notre vie dépend de notre capacité à entrer en résonance avec la nature. Alors, j'ai été hyper surprise du ton de cette BD. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, il y a vraiment un mélange philosophique et un mélange humoristique, poétique dans cette BD qui m'a vraiment surprise, mais j'ai bien aimé. Et en fait, je trouve vraiment que ce mélange mi-poétique, philosophique, mi-humoristique se retrouve autant dans les dessins que autant dans le scénario, dans l'histoire de la BD. Par exemple, je trouve que ce style de dessin est assez imagé, humoristique, notamment la façon dont est peint, dessiné le personnage principal, un des deux personnages principaux, là, de la jeune fille, de la jeune artiste peintre qui va au Japon. Alors que après, il y a des pages vraiment beaucoup plus philosophiques, plus poétiques. Donc dans la façon de dessiner, il y a vraiment des pages sublimes. Celle-ci par exemple. Attends, je mets plus loin. Voilà. Est-ce que je peux t'en montrer une autre? Ah, celle-là, c'est ma préférée. Je la trouve magnifique cette page. Hyper poétique, hyper beau. Non, vraiment très joli. Je recommande. J'ai beaucoup aimé. Voilà. La jeune femme et la mère. Un classique, j'ai eu envie pour me détendre. C'est Question d'équilibre de Pico Bog. On va à la foire, on n'a pas le temps. S'il te plaît, papa. Non, Pico. Papa, arrête. Cesse de faire l'enfant. Ok, salut mec, je rentre en taxi. Donc ça c'est classique.
cet enfant, on a des petites scènes et des petits des visions, des petites critiques de la société, du monde des adultes, de l'école, bref. Voilà, je l'ai pas lu encore. En fait, j'avoue même, je n'ai jamais lu de BD. Vraiment, je suis tombée en fait sur l'Instagram de ce monsieur. Donc je sais pas s'il s'appelle vraiment Pic ou Poc, mais bon, de ce monsieur. Et j'ai vu des planches qu'il était en train de dessiner et il partage des morceaux de ses BD, etc. Et j'ai beaucoup aimé en fait. Et donc là, de l'avoir trouvé en vrai exemplaire physique, en BD, et bien ça m'a donné envie de le lire dans son... Enfin, pas vraiment dans son intégralité parce qu'il y a plusieurs tomes mais en format libre quoi, comme c'est censé être lu. Je suis fatiguée ce soir, désolée, je cherche mes mots. Bref, question d'équilibre, Picopoc, je sais que ça va être bien. Dans mes livres à lire, en format physique, donc ça c'est la balle perso, c'est pas de la médiathèque. Il est dans mes livres à lire depuis longtemps, c'est La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Un groupe d'élite formé dès l'enfance à faire face par des confins d'une terre féroce saignée de rafales pour aller chercher l'origine du vent. Un bloc, un nœud de courage. La horde, ils sont piliers, ailiers, traceurs, aéromètres et géomètres, feuleuses et sourcières, troubadours et scribes, et traversent leur monde debout, à pied, en quête d'un extrême amont qui fuit devant eux comme un horizon fou. Expérience de lecture unique, La Horde du Contrevent est un livre-univers qui font d'un même feu d'aventure, qui font d'un même feu l'aventure et la poésie des parcours, le combat nu et la quête d'un sens profond du vivant qui unirait le mouvement et le lien. Chaque mot résonne, claque, fuse. Alain Damasio joue de sa plume comme d'un pinceau, d'une caméra ou d'une arme. Chef-d'œuvre porté par un bouche à oreille rare, le roman a été logiquement récompensé par le Grand Prix de l'imaginaire. Alain Damasio écrit peu, par exigence. La zone du dehors a été récompensée par le prix du roman européen Utopial 2007. Son deuxième roman, La Horde du Contrevent, encensé par la critique et le public, est déjà un classique des littératures de l'imaginaire. Donc, je vais te lire la première page. À la cinquième salve, l'onde de choc fractura le fémur d'enceinte et le vent s'aplacrut le village à travers les jointures béantes du granit. Sous mon casque, le son atroce du roc poncé perce mes dents, vibre. Je plie contre Pietro, des aiguilles de quartz crissent sous son masque de contre. À terre, dans la ruelle qui nous couvre, deux vieillards tardifs qui clouaient un volet ont été criblés. Plus loin, au carrefour, je cherche revint la poignée de mômes qui crânaient, front nu, en braillant des défis
d'une bâtisse qui nous a paru un peu moins pitoyablement jointoyée que les autres à attendre le ressac, la courte pause dans l'accélération qui nous permettra de contrer dans le dédale des rues jusqu'aux fortifications, puis au-delà si l'on sort. Si l'on se décide finalement à sortir, des dômes les plus hauts, du métal tordu gris dans les alcamies, une éolienne grince aux quêtes, elle repart, se bloque. Les pales crépitent sous la grenaille, une rafale encore, et le bruit se fond dans le rugissement saturé. À ma gauche, un chat oblongue se cale, ébouriffé, dans une encoignure trop étroite pour lui, et vole les jouets cassés, des calebasses, des pans qui raclent et des tuiles de terre cuite. Arrachés et jetés comme à la main à 3 mètres de nous. Il n'y a plus de doute maintenant pour personne. Le furve arrive. Il sera là dans l'heure. Il s'annonce comme toujours en quintet et il ne laissera rien de poésie dans ce plaid qui ne figurait sur aucun carnet de contre, dans son plan carré, ses ruelles axiales et son architecture empissée aurait fait hurler une rougie de 8 ans. Ok, il y a beaucoup de mots qui ne veulent a priori rien dire. On va rentrer dans un monde, j'ai l'impression, et il va falloir savoir ce qu'est un conte ou ce qu'est un orochi, etc. Donc, ce livre, je sais qu'il est bien, que c'est vraiment un beau livre, assez philosophique et avec un bel univers imaginaire et qui parle d'humanisme d'une certaine façon, je crois. À voir, mais il m'a donné envie depuis longtemps et il va falloir que je me mette à le lire un jour ou l'autre. Je te prends ma tablette sur laquelle j'ai installé l'application Kindle que j'ai vraiment adoptée depuis que je l'ai installée. Ça me permet de lire des livres qui sont compliqués pour moi à trouver ailleurs, et dès que j'ai un sujet ou quoi, eh bien grâce à mon abonnement Kindle je peux avoir beaucoup plus de livres, donc je suis très contente. Donc dans mes livres à lire que je pourrais te partager, qui serait intéressant: To Thrive When the World Overwhelms You, The Highly Sensitive Person by Elaine N. Aron. Je pense que c'est un livre qui parle des hypersensibles et qui va montrer ce que c'est de vivre en tant qu'hypersensible dans le monde de nos jours. Voilà, on va voir. Ensuite, Voix du chaman, un manuel de pouvoir et de guérison. Considéré comme une référence mondiale, ce manuel irremplaçable permet de comprendre et de pratiquer la transe chamanique sans plante, avec pour seule aide un tambour. La présente édition a été entièrement mise à jour par Laurent Huguelite, auteur des 8 circuits de conscience et co-auteur de Le chaman et le psy. Le pouvoir de guérison des chamans est aujourd'hui pris au sérieux par un nombre croissant de professionnels de la santé. Avec
Avec ce livre, l'anthropologue Michael Harner nous emmène à la source de la guérison chamanique. Michael Harner a compilé les pratiques chamaniques communes à diverses traditions et mis au point une méthode simple à la portée de tous pour en faire l'expérience. Dans un style très vivant et souvent humoristique, il guide pas à pas le lecteur dans des exercices qui permettent d'atteindre un état de conscience modifié sans utilisation de plantes rituelles, avec comme seul outil un tambour ou un hocher. La compréhension du voyage chamanique est facilitée par les récits de l'auteur, aussi bien que de novices racontant leur expérience lors d'ateliers organisés par l'anthropologue. Alors, je ne cherche absolument pas à pratiquer la transe chamanique, mais par contre, je m'intéresse énormément à tout ce qui est technique de guérison ancestrale et traditionnelle, et à en apprendre plus sur différentes façons de guérir et de rentrer en communion avec la nature et l'humain. Donc je languis de voir ce que ça donne et de voir ce qu'il en est du chamanisme, tout simplement. Je vais t'en parler d'un dernier ici. Rien à voir, j'ai téléchargé Les Samson, une famille de bourreaux au service de la France, Henri-Clément Samson. Hop là, résumé. Découvrez le testament littéraire des bourreaux Samson, les exécuteurs de Louis XVI, de Robespierre et d'autres personnalités de l'histoire de France. Originaire de Normandie, la famille Samson a la particularité de compter parmi ses membres 7 générations d'exécuteurs au service de la France de 1688 à 1847. Testament littéraire des bourreaux Samson. Ce texte dépeint la mise à mort du point de vue des exécuteurs. Les exécutions qui s'y succèdent, de Charlotte Corday à Louis XVI en passant par Cartouche, Damien, Danton, Robespierre ou encore Lacenaire, sont issues perçues dans un contexte intime et empreint de compassion. Publié en 1862 par Henri-Clément Samson, dernier représentant de la lignée, cet ouvrage alors sulfureux fut un temps célèbre avant de sombrer dans l'oubli. Henri-Clément Samson, le dernier bourreau de France, nous offre un témoignage poignant sur la peine de mort, un supplice qu'il considérait comme étant un dernier vestige des sacrifices humains de la barbarie. C'est clair que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça me paraît fascinant d'en savoir plus dans la tête du bourreau, de savoir tout simplement ce qu'il ressentait et comment les choses se passent, etc. D'un point de vue de celui qui donne les exécutions, notamment, d'autant plus, car apparemment Henri-Clément Samson, donc le dernier bourreau de la famille, détestait son travail, détestait ce qu'il avait à faire, car à cette époque, on avait un travail de père en fils, on héritait d'un travail. Je vais enlever cette image au cas où YouTube va me strike. Et on héritait d'un travail, et donc, on n'était pas toujours forcément content du travail dont on était censé exercer. Donc
Non, je crois que j'en suis au tome 3, mais je suis pas sûre. En tout cas, j'aime beaucoup. Ouais, ça marche, ça se lit facile. Il y a de la romance, il y a de l'action. Effectivement, il y a tout pour que ça soit un livre qu'on aime. En tout cas, moi, c'est le style de livre qui m'a... c'est pas la grande littérature, mais franchement, je comprends qu'il y a un phénomène autour de ces livres. Je te lis au cas où la quatrième de couverture. Donc celui-là, c'est le tome quoi que j'ai. C'est le tome 1. En chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un fée, et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur fée, la traite comme une princesse, et pourtant lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques. Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté en tout cas semble être à ce prix. Donc ça c'est le tome 1. Et évidemment que le tome 2 et 3 est beaucoup mieux, car ensuite apparaît Rysand et la cour des ombres. Et on est bien d'accord que quand Fer s'en va pour la cour des ombres, c'est là que l'histoire devient intéressante, avec toute la philosophie et sa psyché qui évolue et qui devient beaucoup plus intéressante, parce qu'au début c'est vraiment une gamine qui tombe amoureuse de l'idée même de tomber amoureuse. Bref, je conseille, mais surtout je conseille de lire plus que le tome 1, même si on s'y prend au jeu du tome 1. Je trouve que les personnages, l'action, l'histoire est plus intéressante à partir du tome 2. J'ai fini dans la même veine la saga Holly Black, le peuple de l'air, je crois que ça s'appelle comme ça. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Alors je préfère Agodar quand même que ça, mais j'ai aimé le monde. Il y a des moments quand même où je trouve que on a envie d'un peu plus de... Je sais pas, le personnage principal est un peu froid des fois, et les relations entre les personnages sont assez froides. Bon, il y a beaucoup d'action, il y a un bel univers, mais je trouve que la relation amoureuse met vraiment beaucoup de temps à exister. Et d'un autre côté, c'est ce qui fait qu'on lit les 3 tomes. Donc, oui, ça marche, c'est cool. C'est pas la meilleure littérature, mais je comprends aussi que ce soit un phénomène qui marche. Ensuite, j'ai lu la série de Roxane Dambre, donc française, Les Scorpies. J'ai adoré. Donc il y a 3 tomes. Je suis tombée sur ça complètement par hasard. Charlotte, 23 ans, découvre un petit garçon blotti au pied de son immeuble. Ses cheveux sombres ruisselant d'eau, son t-shirt plaqué par la pluie. Charlotte, qui est la gentillesse même, lui propose de s'abriter chez elle. L'enfant la suit sans un mot. D'ailleurs, il parle très peu, mais quand il parle, c'est pour dire des choses ahurissantes. Ses parents et son grand frère seraient des tueurs à gages au pouvoir mystérieux, baptisés les Scorpies. Lui-même, Elias, serait en
fétiche semble être « Tu veux que je le tue ?» Charlotte n'en croit pas un mot d'abord, mais bientôt elle découvre dans son salon une version 25 ans d'Elias, un grand brun aux yeux bleus d'outre-mer qui a l'air de débarquer d'un autre monde. Adam, le fameux frère, vient d'entrer dans sa vie et celle-ci va tourner à la cavalcade, poursuivie par des inconnus, repérée par la police, rendue chèvre par ses invités. Charlotte arrivera-t-elle à maîtriser la folie, tantôt joyeuse, tantôt angoissante que devient son destin depuis qu'elle a rencontré les Scorpies? Alors, prêt à suivre ceux qui marchent dans les ombres. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé cette saga qui est qui mêle action, humour, romance et fantastique, et avec sur fond de mafia. Vraiment, j'ai adoré. Ça change. Je m'y attendais pas quand j'ai lu ça, mais c'est typiquement ce que j'aime, de la mafia